Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle et dernière soirée de l'Observatoire de la modernité. Bonsoir à tous ceux qui sont ici présents et à ceux qui nous suivent par KTO, qui eux aussi, nous le savons, sont fidèles à ce rendez-vous. Nous sommes donc à la dernière séance de notre observatoire autour d'une problématique qui aurait pu être, dans le cadre contemporain, la toute première des problématiques, mais qui, semble-t-il, a aussi du sens traité ici en fin de cycle, celle du numérique et plus particulièrement autour de la problématique de l'articulation entre le numérique et le lien social. Nous avons vu avec Zygmunt Bauman les dilutions contemporaines du lien social. Nous avons aussi essayé d'explorer dans les différents domaines de la société contemporaine les lieux où ce lien social pouvait être restructuré, retissé, peut-être avant d'être restructuré de manière plus durable. Une question se pose autour du numérique. S'agit-il, comme on l'entend souvent, d'une nouvelle manière de tisser des liens ? Et précisément, bien évidemment, la toile que signifie le web en anglais nous laisse entendre cette nature tisserande, ce lien qui pourrait être créé à travers ce que le réseau numérique produit comme interaction. Toutefois, nombreux sont aussi ceux qui voient dans le numérique un risque d'isolement pour certains, un risque de déconnexion de ceux qui n'ont pas la capacité, ou bien en termes strictement sociaux, ou bien en termes d'âge, ou en termes économiques, de se connecter, eh bien finalement aussi d'une forme de relégation pour certains. Et cela peut être vrai tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective, voire de territoires entiers qui ont souvent été caractérisés de relégués. Il y a quelques années, nous parlions beaucoup des révolutions arabes, du printemps arabe, comme étant peut-être les premières révolutions structurées, en tout cas, sinon structurées, du moins initiées par le numérique. Aujourd'hui, ce genre de considération semble peut-être un petit peu moins à la mode, et pourtant, est-ce qu'elles avaient leur part de vérité ? Voilà autant de questions qui méritent d'être creusées à travers différents exemples, peut-être davantage sous nos latitudes d'ailleurs que dans le monde arabe que je viens d'évoquer. Nous avons, pour cette dernière séance, la grande joie et l'honneur de recevoir deux invités qui, je crois, ont déjà eu l'habitude à plusieurs reprises de travailler ensemble. Il s'agit d'abord de Madame Gemma Serrano, qui est docteur en théologie, qui enseigne ici à la faculté Notre-Dame, mais aussi comme directeur de recherche au département précisément humanisme et numérique. Vous êtes aussi, Madame, professeure à l'Institut supérieur de sciences religieuses. Donc c'est fort de votre expérience de théologienne et de votre savoir de théologienne que vous avez pu aussi explorer cette planète souvent exotique pour beaucoup, surtout dans ce domaine qu'est le numérique. De l'autre côté, de manière complémentaire bien sûr et non antagoniste, monsieur Jacques-François Marchandise, cofondateur de la FING en 1999, qui est un lieu, une organisation collective s'intéressant à la prospective en matière de numérique, essayant de voir comment les différentes communautés humaines peuvent s'emparer de cet outil et faire de cet outil précisément un outil et non pas une martingale ou un fétiche qui serait en soi efficace. La grande problématique actuelle de la FING, mais je laisserai M. Marchandise nous en parler davantage, étant la question des capacités qui sont ou non déployées par le numérique. Est-ce que ce numérique est, si on peut s'autoriser ce néologisme, capacitant, ou est-ce qu'au contraire, il vient inhiber des potentialités et des nouveautés ? Par ailleurs, vous êtes, monsieur professeur associé à l'université Rennes 2. Voilà, nous laissons donc la parole dans un premier temps à Gemma Serrano. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis très contente d'être ici avec vous et de pouvoir parler de ces thèmes sur les liens dans le numérique. La première chose, je ne sais pas si ici en France c'est passé, mais à Noël, j'étais en Espagne, chez moi, il y avait une publicité d'IKEA.
dans laquelle il mettait deux familles, avec vraiment des amis aussi, autour d'une table. Et les jeux étaient, ils devaient répondre aux questions de qui était tout un chacun, c'est-à-dire quand est-ce que vos parents sont tombés amoureux, est-ce que ta grand-mère a fait des études, est-ce que ton oncle travaille, où est-ce qu'il travaille, des questions de cet ordre, des connaissances de toutes les personnes de la famille. Et s'ils étaient capables de répondre, ils allaient gagner la table de Noël, décorée par Ikea, etc. Donc on voit ces questions et on voit que dans les deux familles, aucun d'entre eux est en mesure de répondre. Et du coup, à un moment donné, dans la publicité, ils disent... ils commencent à témoigner, vous voyez, d'abord ils répondent et après ils sont l'un après l'autre, la mère, les fils et tout ça, dans un entretien en disant « Ah, je croyais les connaître, mais au fond, je ne sais pas tout. Je n'ai pas pris le temps de les rencontrer. Il aurait fallu que je partage plus de choses avec lui ou avec elle. » Et ils décident de dire tous ensemble que c'est parce que ils étaient sur leur téléphone portable ou sur les ordinateurs. Et donc, que pour les dîners, ils allaient tous mettre dans une boîte les ordinateurs, les téléphones, et ils allaient se rencontrer. Donc, j'ai vu cette publicité et je me suis dit, voilà, une publicité vraiment cliché. Parce qu'elle va opposer les deux mondes, le monde réel au monde virtuel, la réalité corporelle à une réalité immatérielle, la vraie rencontre à celle qui est fausse. Vous voyez, on pourrait vraiment jouer à chaque fois avec cela. Ce numérique qui aurait empêché, ces connexions qui auraient empêché la présence. Et je me suis dit que cette première opposition qui naissait là était une compréhension du numérique comme s'il était uniquement un outil qui happait et qui empêchait les rencontres au lieu de les penser vraiment comme un contexte existentiel, comme un environnement, celui qui est autour de nous. Et moi, je pousse jusqu'à dire comme une habitation, un lieu, une maison, là où on habite. Et donc, du coup, dans cette habitation, vous savez bien que l'habitation n'est pas uniquement le lieu géographique, le lieu, l'espace, mais c'est aussi un espace relationnel, un espace émotionnel, c'est aussi une pratique de l'espace. Si vous avez lu de Michel de Certeau, vous voyez les pratiques d'espace passent par la cuisine, par la manière de déambuler, de marcher, d'avoir une mémoire des lieux, de s'en rappeler, etc. Donc, cette publicité niait le fait que le numérique est devenu vraiment une maison, une habitation, et dans laquelle on pratique les espaces et dans lesquels toute rencontre est aussi possible. La seconde chose que je voulais voir aussi à partir de cet exemple, c'est celle, et là les oppositions étaient d'autre ordre, c'est celle de dire s'il y a la présence physique, la rencontre est de meilleure qualité. Et s'il n'y en a pas de présence physique, alors là, elle ne va pas. Vous savez tous qu'on peut être pendant des années à côté de quelqu'un physiquement et ne l'avoir jamais rencontré. Donc, il n'est pas garant cette présence physique. Il y a quelque chose d'autre qui peut garantir la rencontre, mais pas uniquement la présence corporelle. Un second point que beaucoup disent, ah oui, mais il faut se déconnecter, il faut faire des temps de désintoxication parce que quand même, ils sont tout le temps là, etc. Et donc, ils disent, dans les temps où on n'est pas connecté, on va se ressourcer, on va parler. Je ne dis pas qu'il peut que ça se passe. Mais vous voyez aussi que du coup, c'est une compréhension dans laquelle on est encore dans l'outil qu'on l'étend. Mais vous savez que si vous êtes en train de maintenir une conversation avec quelqu'un, dans cet environnement, que vous ayez le téléphone connecté ou pas, vous y êtes en train de penser.
Donc, il n'est pas question uniquement des Wi-Fi ou pas Wi-Fi ou de l'avoir laissé. C'est déjà, ça fait partie de vos relations réelles. Vous allez penser à la personne de la même manière que la personne ne soit pas là physiquement, etc. Ça ne change à rien. Vous êtes en train de penser à elle et vous êtes en train d'avoir une relation, mais s'il n'est pas dans ce... Et puis, troisième point que je voulais dire, c'est de dire, ah mais oui, mais sinon on est vraiment isolé. On est isolé, chacun il est là tout seul, il ne parle plus. Et puis... les autres sont connectés, mais comment faut-il choisir? Je dirais que c'est vraiment le problème d'être avec soi et d'être avec l'autre, que c'est un problème qui n'est pas nouveau. Hein. Toutes les choses que je vous énonce ne sont pas nouveaux et il n'y a pas à trouver un bouc expiatoire avec ces numériques. Et puis la dernière, c'est la même chose, dialoguer, les désirs de connaître ou identifier. Si vous pratiquez Facebook ou Snapchat ou d'autres applications, vous voyez que les désirs de reconnaître, de taguer quelqu'un qu'on a fait, d'établir des relations, des commentaires, il est déjà là. Et ces dialogues peuvent se faire. Je crois qu'il se joue quelque chose d'autre, qui est celui plutôt du désir de reconnaissance. Hein? C'est ça qui est peut-être qui n'est pas... qui n'est pas souligné. Je pense que vraiment, ce qui fait nous dévoiler les numériques, c'est notre désir d'être reconnu par autrui et qui n'est pas uniquement être identifié ou être physiquement à côté. Voilà, c'était juste pour commencer avec un petit exemple. Je vais prolonger ce que Gemma Serrano vient de mentionner, et notamment je vais prendre un petit peu la même approche, c'est-à-dire de commencer par les vérités premières. Dans ce que Gemma vient de vous énoncer, il y a la question en fait de la substitution, c'est-à-dire est-ce que nos relations numériques, est-ce que nos relations en ligne remplacent les autres relations? Est-ce qu'au fond, il y a des sociabilités qui sont purement numériques? Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement des autres liens sociaux de cette façon-là? C'est une question qui est déjà assez ancienne, qui est complexe. On ne va pas juste répondre par oui ou par non. Simplement, je voulais prendre appui sur l'idée courante qui était celle qui prévalait quand, par exemple, sont apparus il y a quelques années, avant Facebook, etc., on a eu, vous savez, en France, ce phénomène très étonnant qui était celui des skyblogs, des blogs de collégiens. Il y a eu... la France a été le deuxième pays au monde en matière de blogs de collégiens. C'était très surprenant, tout simplement parce que la radio Skyrock avait ouvert une plateforme et donc beaucoup de collégiens se sont mis à avoir leur blog, à publier des choses, etc., à la grande inquiétude des parents. À la grande inquiétude des parents qui avaient l'impression qu'en s'aventurant dans ces mondes-là, et à une période où on ne parlait pas encore d'âge minimum, de tout un ensemble de choses comme ça, en s'aventurant dans ces mondes-là, les enfants allaient faire des mauvaises rencontres. Et il y a eu à l'époque des travaux de recherche assez copieux, notamment sur des gros corpus de blogs de collégiens, autour de 2 ou 3 préjugés. Un des préjugés était, de toute façon, tout ça est une machine à abêtir, ils écrivent avec leurs pieds. Or, les chercheurs ont prouvé que la moitié de ces blogs faisait l'objet d'un effort rédactionnel pour la raison que mentionne Gemma, c'était que c'était une pratique sociale, il ne fallait pas être ridicule en face des amis, et c'était une pratique personnelle. Donc, dans la moitié des cas, il y avait un réel soin, comme celui qu'on peut prendre à écrire son journal, par exemple. La moitié seulement, hein, l'autre moitié était effectivement une espèce de poubelle orthographique et autres. On ne va pas dire que tout est toujours formidable dans la vie. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'ils allaient faire d'épouvantables rencontres? Et on se rendait compte que les gens qui interagissaient avec eux, c'était des gens qui n'étaient pas d'épouvantables prédateurs venus de pays inconnus ou de tribus fantômes, mais en fait les mêmes avec qui ils échangeaient la veille dans la cour de récréation, le lendemain à la sortie du collège, c'est-à-dire c'était pour l'essentiel d'autres collégiens qui lisaient les blogs de collégiens, qui les commentaient, qui interagissaient avec, et que compte tenu de la quantité qu'il y avait déjà à l'époque,
seuls des collégiens allaient en fait avoir connaissance de ces informations-là, et à condition dominante d'être dans la même boucle sociale que les premiers. Donc, c'était un peu une façon de dire, n'imaginons pas que les relations qui s'établissent ou se tissent au travers du numérique sont tout à fait un ailleurs. Si on regarde en fait un phénomène très étrange qui a été la course en avant quantitative, assez masculine d'ailleurs, au nombre d'amis sur Facebook, qui est arrivé bien plus tard. De façon assez étonnante, en fait, très tôt, sur toutes les messageries en ligne. Ça a été le cas sur Microsoft Messenger, ça a été le cas sur Facebook, ça a été le cas à d'autres endroits. Il y a eu un ensemble d'individus qui ont voulu faire la course à la quantité. À d'autres endroits, tu as parlé de Snapchat il y a un instant, sur Snapchat, la moyenne des usagers ont peu de contacts, peu de relations, c'est-à-dire que le miroir que nous donne Snapchat, c'est celui de nos 20 ou 30 contacts principaux. De la même façon que dans les échanges de fait que nous avons ou que les usagers de Facebook ou d'autres messageries ont, en général, ils échangent, même s'ils ont 1200 amis, ils échangent avec les 3 principaux, les 5 principaux, les 10 principaux. Et puis, un petit peu au-delà. Donc, la quantité n'est pas révélatrice de la réalité de la conversation. Donc ça, c'est la première chose. C'est le cliché numéro 1, c'est l'idée d'un monde tout à fait autre, qui fonctionne tout à fait autrement. Il y a des différences, il y a des caractéristiques propres des environnements numériques dans lesquels nous sommes, mais on n'est pas en train de parler de tout à fait autre chose dans les règles et qui se passe ailleurs. Deuxième préjugé et cliché sur lequel je voulais insister, c'est un petit peu l'ensemble des préjugés sociaux. Il y a bien évidemment dans tout un ensemble de la population des difficultés rencontrées par les uns et les autres d'usage du numérique, au point qu'il y a 20 ans, on les appelait fractures numériques, qui est un terme que la recherche a eu tendance ces 15 dernières années à récuser, en disant il y a des fractures économiques et sociales, il y a des divisions dans la société, et il n'est pas du tout certain qu'on puisse parler de fracture numérique au sens premier, c'est-à-dire que le numérique va amplifier les fractures économiques, sociales, les divisions générationnelles, les inégalités d'accès à la connaissance, les disparités d'environnements plus urbains, plus ruraux, etc. Mais il n'est pas du tout certain qu'on puisse vraiment parler d'une fracture numérique au sens social. Comment est-ce que je pourrais caractériser ça? Notamment par le fait que parmi les gens qui sont dans les situations économiques, sociales ou de diplôme parfois les plus complexes, il se trouve que il y a quelques années, on a eu à plusieurs reprises ces échanges avec ATD Quart Monde, qui disait, vous voyez, une partie de ce qui se joue du côté d'une part minoritaire, mais quand même significative, hein, un tiers de nos publics, sont des gens qui n'ont pas de problème avec l'usage de l'ordinateur. Ils ont une autre difficulté, c'est que leur carnet d'adresses est vide, c'est-à-dire qu'ils sont en situation d'exclusion économique et sociale. Mais par exemple, ATD Quart Monde avait fait ce travail disant est-ce que les publics avec lesquels nous occupons sont des publics qui préfèrent faire leur démarche administrative en ligne ou aller au guichet de l'administration? Eh bien, ils avaient une réponse assez surprenante de la part d'une bonne partie de leur public qui est on préfère les faire en ligne. Pourquoi on préfère les faire en ligne? Parce qu'en fait, le regard du guichetier de l'administration est quelque chose qu'on veut éviter, parce que l'anonymat nous arrange, parce qu'on ne sait pas où on dort, donc quand il s'agit de donner une adresse, on ne sait pas quelle adresse donner. Donc au fond, on va préférer le confort de l'anonymat des interactions avec l'administration par ces chemins-là, et on va peut-être trouver des espaces sociaux ailleurs que dans les guichets de l'administration. Donc c'était assez intéressant de voir comment il y a des stratégies, y compris chez les personnes les plus humbles ou dans les situations les plus difficiles, et on va trouver de la même façon des travaux très riches depuis quelques années, hein, ces travaux remarquables qu'a conduit une chercheure qui s'appelle Dana Diminescu, qui a travaillé sur les pratiques numériques des migrants. Depuis 2003, elle conduit ces travaux-là. Elle avait commencé par tout un ensemble de travaux autour des pratiques de communautés
roumaine en France. Elle est elle-même d'origine roumaine, donc elle avait, en tant que sociologue et anthropologue, un accès plus facile au terrain par la langue, etc. Elle a constaté assez vite que, y compris des gens en situation de fragilité, d'exil, etc. Quitter la Roumanie au début des années 2000, il y avait des tas de raisons à cela, et toutes ces personnes, en fait, se retrouvaient à avoir des usages extrêmement denses du numérique, pour deux raisons. La première raison, c'était la diaspora, c'était l'échange avec la famille, le pays d'origine, etc., ce qu'on va trouver dans toutes les communautés d'immigration. Et la deuxième raison, c'est local, c'est une question de s'organiser entre personnes en situation de migration, à l'intérieur, par exemple, de Paris. Où dormir, où se nourrir, comment faire, etc. Et de façon assez dense, assez riche et assez explicite. Donc, y compris des gens dormant à la rue, y compris des gens très fragilisés en termes sociaux, en termes de santé, en termes économiques, etc., se retrouvent à établir tout un ensemble de liens, ou à rétablir tout un ensemble de liens, à nouer une sorte de résilience par le biais des liens sociaux numériques. Merci beaucoup. Je me permets de rebondir sur la dernière remarque très intéressante du paradoxe que l'on peut voir où pendant très longtemps on a pensé que les fractures économiques et sociales allaient forcément donner des fractures numériques, allaient en engendrer. Et donc finalement, le paradoxe consiste en l'absence relative de ces fractures. Je me permets de retourner complètement la proposition et de me demander et de vous demander s'il n'y a pas aujourd'hui une forme d'inversion, au sens que les milieux les plus intégrés socialement, les maîtrisant le mieux l'ensemble des codes sociaux, la possibilité de tisser des liens dans différents lieux, dans différents domaines de leur vie, ne sont pas finalement aujourd'hui un peu moins connectés qu'une frange de la population, que des franges entières de la population qui finalement vivent dans des espaces peut-être moins porteurs, où il y a parfois moins à faire quotidiennement, où l'offre culturelle, l'offre de loisirs, etc., est moins évidente, qui parfois n'ont pas eux-mêmes d'ailleurs les dispositions qui les amènent à s'intéresser à ces lieux. Et c'est peut-être là un des dangers actuels. Ça ne serait pas forcément que ce que l'on appelle parfois, et le terme est largement discutable, la France périphérique ne soit pas connectée, mais qu'au contraire, elle se réfugie dans l'hyperconnexion, délaissant encore davantage les liens sociaux, dans la mesure où un certain nombre de petites villes pavillonnaires, un certain nombre de petits villages isolés n'offrent pas grand-chose d'autre que ce lien-là. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est quelque chose qu'on peut constater. C'est toi. C'est contrasté. C'est contrasté, c'est-à-dire que d'une part, vous avez tout à fait raison, il y a un paradoxe du fait que si j'ai déjà des sociabilités riches, je ne vais pas avoir besoin de faire d'efforts d'investissement sur des sociabilités numériques. Et il y a chez tout un ensemble d'usagers du numérique et des liens sociaux numériques une recherche de rattrapage, une recherche de désenclavement, etc. C'est pas une vérité absolue. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le cas des sociabilités professionnelles, je vais pouvoir, si je suis un peu loin de l'emploi, un peu loin des opportunités professionnelles, etc., je vais sans doute devoir déployer un ensemble d'efforts considérables pour obtenir des rendez-vous, obtenir des échanges, obtenir des interactions, etc. Donc, cette partie-là des liens sociaux, les liens socio-économiques, par exemple, elle demande aux personnes qui n'ont pas le capital social et culturel initial pour le faire, elle demande des efforts, mais démesurés, pour souvent un résultat absolument misérable. Je prends l'exemple de ce qu'a donné le numérique en matière de recherche d'emploi.
en la matière. Ce qui a changé avec depuis les deux dernières décennies, dans les débuts des années 80, on utilisait déjà les micro-ordinateurs pour taper son CV. Simplement, on tapait son CV à 100 ou 150 exemplaires en l'envoyant à des employeurs potentiels, en ayant un taux de réponse pas très bon, mais un petit peu quand même. Là, ce qui a changé, c'est que on peut multiplier par 100 le nombre de démarches qui sont faites. On a besoin aussi d'apprendre comment fonctionnent les plateformes en la matière, etc. Donc, c'est compliqué. Dans d'autres cas, on constate que, en effet, il y a un phénomène de rattrapage qui va marcher. Si je prends un livre que j'aime beaucoup, qui est un travail de Dominique Pasquier, qui est une sociologue qui a fait récemment cet ouvrage aux Presses des Mines qui s'appelle «L'Internet des familles modestes», Dominique Pasquier, dans ce livre, s'est intéressé de près à une quarantaine de personnes qui, pour la plupart, sauf deux, n'avaient pas le bac et qui, en fait, ont utilisé le numérique dans tout un ensemble d'usages quotidiens. Sa référence à elle, c'était la culture du pauvre. C'est comment est-ce qu'au fond, au lieu de plaquer le numérique sur les pratiques des gens, on part de la vie quotidienne des gens pour essayer de comprendre avec ces lunettes-là comment le numérique intervient. Et en fait, elle constate tout un ensemble de choses ambivalentes, mais parmi les choses très intéressantes, c'est comment est-ce que pour une partie de ces personnes, et souvent de ces couples, il y a des trajectoires autodidactes qui se font comme une sorte de deuxième école. Donc là, pour le coup, dans la relation à la connaissance, ça fonctionne différemment. Et puis une autre chose que Dominique et d'autres chercheurs sont allés repérer, c'est ce qui se joue dans les usages quotidiens du Bon Coin. Alors pour le coup, vraiment en zone enclavée, en zone rurale, etc. Une pratique assez étonnante qui se fait sur le Bon Coin, c'est le fait que beaucoup de gens, souvent des personnes seules, vont mettre en vente, voire donner, ou vendre à un prix tellement minuscule que c'est pas pour l'argent, des objets dont ils n'ont plus l'usage pour avoir de la visite. Et donc ça va beaucoup se jouer dans des situations pas forcément d'enclavement ou d'isolement social radical, tout simplement des personnes seules qui ont envie d'avoir de la visite et ce qu'il faut payer en échange du fait d'avoir une armoire pour 20 € ou un sommier gratuit ou telle autre chose qui peut vous intéresser, c'est tout simplement de prendre le temps de venir et puis éventuellement de boire une tasse de thé et puis de bavarder. Donc une partie de ce qui va se jouer avec le numérique, c'est la possibilité de ces interactions-là, de la même façon qu'une partie de ce qui va se jouer dans une partie du phénomène Airbnb. On peut se dire c'est de la plateforme, c'est la marchandisation, de l'hospitalité que jamais on n'aurait fait payer avant. Mais il y a autre chose, il y a une partie des gens qui mettent une chambre de leur maison sur Airbnb pour avoir de la visite. Et le petit déjeuner, raconter d'où vous venez, etc., vous n'y couperez pas. C'est une fabrique de liens de proximité, c'est une fabrique de rencontres. Je reviens sur la question qui vous préoccupe, c'est-à-dire au fond, est-ce qu'il y a quelque part un refuge de l'hyperconnexion, puisque c'est un petit peu ça l'histoire, c'est de se dire, mais est-ce que une conversation très urbaine et de classe supérieure ayant lieu dans son coin, il y a un autre monde d'hyperconnexion qui va se jouer ailleurs, etc. Je pense que ça peut exister. D'une part, il peut y avoir des bulles de communautés qui s'installent ici et là autour de tel sujet. Il peut y avoir du complotisme, il peut y avoir du communautarisme, il peut y avoir tout un ensemble de choses qui pouvaient exister avant dans la société. Et il est vrai que le numérique va potentialiser tous les excès, alors, de façon très spectaculaire et de fait très inquiétante. Et en fait, je pense que si à un moment donné, on va devoir dire les termes gilets jaunes. Désolé, ça devait arriver. On a tenu... 37 minutes. Voilà, donc c'est pas si mal. Il y a un ensemble de travaux de recherche en cours, sur et avec les gilets jaunes d'ailleurs, qui montre la diversité des constats qu'on peut faire. C'est un phénomène que personnellement j'ai eu du mal depuis le début à qualifier de mouvement, tant il est agi et actionné par des mouvements totalement différents les uns des autres. Et on est parfois en train de parler d'un numérique qui va permettre et cristalliser et donner de la continuité à des comme le racontait Gemma tout à l'heure,
à des relations tout à fait présentielles, tout à fait locales, qui va aider à la synchronisation, qui va aider à ce qu'on se retrouve au rond-point, à ce qu'on se retrouve à la manif, à ce qu'on se retrouve à boire un verre tout simplement et à discuter. Donc, qui vont être des relais, des appuis à la conversation, y compris entre gens pas d'accord, y compris entre gens qui vont apprendre à se connaître de cette façon-là. Et puis, il y a évidemment l'inverse. Il y a évidemment l'espèce de repli amplifié par les algorithmes de Facebook et les bulles filtrantes que les algorithmes vont mettre en place et qui vont faire que dès qu'on rentre dans les extrêmes, on va se confronter aux aussi extrêmes que soi. Donc avec un phénomène de confortement des extrémismes qui va être quelque chose d'assez préoccupant et considérant que donc tout le reste du monde ne comprend rien de ce qu'on est en train de se dire et qu'on est dans une vérité bien partagée avec moi-même, et d'ailleurs je la partage. Je voudrais aussi apporter une autre réflexion, vu que c'est sur la société liquide. Donc, en se référant à Bauman, dans les bouquins La société liquide, Bauman parle de ce qu'ils appellent les individus de facto et les individus de jure. Et il va nous dire que ces individus qui sont vraiment les hybrides, c'est-à-dire ceux qui sont dans les économiquement puissants, disons les cadres supérieurs, c'est que vont avoir des possibilités économiques et culturelles et sociabilité, etc., qui sont vraiment obligés, comme dirait par contre Rosa, de rester dans la roue du hamster. Donc ils doivent vraiment courir parce qu'ils sont en train de se fabriquer leur propre identité, même si toute la zone de sociabilité sont données. Et il va nous expliquer que s'acheter un nouveau téléphone portable ou avoir leur dernier ordinateur ou être dans les réseaux comme LinkedIn, etc., c'est quelque chose d'absolument nécessaire. C'est un impératif pour pouvoir continuer à être dans cette roue. Donc, dans cette inversion que vous posez de la question, je pense à ces créneaux, à ces couches sociales dans lesquelles vraiment, même s'il y a un réseau des proximités sociales, familiales, il y a un réseau qui se crée, qui est absolument, je dirais presque impossible de sortir du numérique pour pouvoir l'effectuer. Ça ne signifie pas qu'on puisse les croiser tous les deux. Ça signifie qu'il a plus de chances de continuer à croiser, mais il va croiser tous les deux. Je reviens sur un autre aspect qui a été vu, celui des skyblogs. J'étais à peu près de cette génération. Et j'en avais pas, attention. Toutefois, oui, vous pouvez vérifier. Peut-être que je suis en photo sur l'un ou sur l'autre, ayant forcément eu des camarades qui en avaient. Mais juste après les skyblogs, il y a eu un phénomène massif chez les lycéens qui était MSN Messenger. Avant que Facebook n'éclose et vienne pendant tout un temps supplanter toutes ces sociabilités numériques. Alors, MSN Messenger, effectivement, c'est la même chose que les skyblogs, c'est-à-dire qu'on revoit les gens qu'on a vus toute la journée. On rencontrait personne, l'objectif n'était pas de rencontrer des gens, mais de poursuivre la discussion avec tel camarade et éventuellement... D'ailleurs, on se demande parfois exactement ce qu'on y recherchait, mais enfin, la fréquentation était limitée par un aspect qui était les forfaits Internet de l'époque, dans la mesure où vous aviez parfois 20 heures, 30 heures mensuelles. Vous pouviez difficilement perdre trop de temps. Et de surcroît, il y avait ce mouchard terrible, ça sonnait occupé. Et donc, il arrivait que les parents vérifient en passant un coup de fil. Et si ça sonnait occupé pendant une demi-heure, c'est certainement qu'on était sur Internet à perdre son temps. Mais ça, du coup, ça me permet un certain nombre de réflexions qui effectivement vérifient ce qui a pu être dit sur le fait qu'il y a le réseau numérique et le réseau concret incarné se croisent largement dans ces cas de figure. Mais cela pose la question aussi de là où le lien social se fragilise, non pas forcément parce que ces relations-là ne sont pas authentiques. Il peut y avoir des choses
de qualité qui ont été partagés sur aussi bien les Skyblock, MSN Messenger ou plus tard tous les réseaux sociaux, de qualité et de qualité aussi humaine. Je ne parle pas seulement de la qualité du contenu, mais des relations humaines décisives se tissent. Certainement que bien des cours ont été faits qui ont abouti à des mariages un peu plus incarnés. Ce n'est pas mon cas, mais j'imagine que ça existe. Néanmoins, qu'est-ce qui peut être fragilisant pour le lien, à mon sens, et travaillant au quotidien avec des adolescents, c'est la négation d'autres aspects structurants de la vie de chacun, et notamment de la vie biologique. C'est-à-dire que finalement, le risque, aujourd'hui, où nous sommes connectés en permanence, parce qu'il n'y a plus de ces réalités de forfait très limitées, sont devenues en tout cas beaucoup plus rares, c'est que le temps de sommeil en pâtisse, ce qui était déjà le cas, le temps passé à toutes ces activités qui ne sont pas peut-être d'autres expressions du lien social, mais la capacité à soi-même s'extraire du tout lien pour que le lien, une fois qu'il est à tisser, soit de qualité. Sommeil, prise des repas, avec ce que ça suppose de cérémonial, sans rentrer dans la pub Ikea. Sport, éventuellement. Et effectivement, pour le coup, je crois qu'on peut constater que le smartphone est quand même certes un adjuvant pour plein de choses, pratique pour se retrouver, etc. Garder nos relations, contacter facilement quelqu'un, mais est l'ennemi de notre équilibre, a priori. Alors, quand il n'est pas dompté, peut-être, mais il n'empêche que la première attraction qu'il opère sur l'utilisateur revêt cette espèce de caractéristique, cette sorte de fascination qui vient comme grignoter sur mon espace intérieur et ma capacité aussi au silence. Et je voudrais bien vous entendre là-dessus, peut-être en commençant par Gemma Serrano. Est-ce que quand même, quoi qu'on en dise, certes il y a des clichés, mais il n'y a pas que des clichés, le numérique ne peut pas être l'ennemi de ma vie incarnée et de ma vie intérieure? Je lis parfois l'évangile sur mon smartphone à l'adoration. Donc, preuve. Voilà. Non et oui. D'abord, non. Parce que, comme aime affirmer Mila Dehey, le numérique est tout sauf incarné, les corps en étaient convaincus. Et ils ont été convaincus, comme dira Cassili dans un bouquin « Les liaisons numériques », il y a des traces corporelles, c'est-à-dire on va mettre nos photos, on va être dans la vue, dans l'essence, on est vraiment... les corps est présent. Il n'y a pas une dématérialisation. Vous voyez, vous êtes en train de toucher, vous êtes en train de voir, vous êtes en train de laisser des traces de votre corps, votre voix, quand vous laissez les messages, vos photos, vos vidéos, les mouvements de vos corps sont aussi présents là. Et donc, il y a vraiment pour moi une présence corporelle numérique assez importante. Donc, ce n'est pas une abstraction. Entendre la voix de quelqu'un bien aimé ou quelqu'un d'autre est déjà une trace affective, déjà un corps qui est présent par cette voix. Laisser interagir, voir les mouvements, etc., établit déjà ces types de présence. Donc ça, c'est quelque chose où il y a une présence corporelle très, très importante dans cet environnement, que ce n'est pas un environnement numérique et non un environnement. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vraiment l'environnement dans lequel on est entouré de cette numérisation, de cette informatique, mais qui nous fait une culture. Donc ça, c'est une première chose. Il y a ces traces corporelles. Il y a notre corps qui interagit complètement. Si on ne parle pas uniquement des smartphones, mais si on est dans les jeux vidéo
ou si on est dans des environnements à 3D, on a des casques. Aussi, on est en augmenté et on voit d'autres personnes qui sont assises à cette salle parce qu'on a des lunettes, parce que j'ai mon smartphone. Donc, vraiment, pour moi, les corps, il est sur différentes formes et dans tous ces sens, complètement présent. Ça, c'est une première chose. Une autre chose, c'était sur l'intériorité. Oui. Vous m'avez posé la question de l'intériorité. Et sur les rythmes. Voilà, vous me disiez les rythmes des vies, voilà, les rythmes de dormir, etc. Mais je pense que c'est une question des rythmes des vies, d'éducation, qui n'est pas tant être connecté ou pas connecté, j'ai continué à le dire, sinon d'éduquer à vivre dans un environnement tout simplement. Et donc éduquer un rythme dans lequel ses besoins de dormir, ses besoins de manger, ses besoins de faire des sports ne sont pas du tout incompatibles ou en concurrence. Au contraire, tant d'objets connectés vont nous aider et vont pouvoir, au-delà de toutes les données qu'ils vont recueillir, vont nous donner une envie peut-être de faire plus de sport. Combien d'entre vous, s'il y a l'application qui dit combien de pas vous avez marché aujourd'hui, vous n'êtes pas tombé dans la tentation de voir combien de pas? Et peut-être ça vous a suscité une envie d'aller un peu plus loin et de marcher un peu plus pour avoir un nombre de pas plus long dans la journée. Donc, il y a vraiment ces objets connectés qui vont aussi faire que les corps puissent se voir. Il y a, par exemple, une autre application qui va mettre un dessin animé, vous, dans la journée. Et vous allez exactement savoir combien vous dormez, combien de pas vous faites, comment votre rythme cardiaque, etc. Et vous allez voir cette animation, vous allez vous mettre, vous allez créer aussi une interaction de buts pour avoir un rythme de vie, pour avoir vraiment un rythme de vie et très, très... à ce point-là, très rigoureux parce que c'est vous-même qui établissez, qui vous donnez. Et puis, pas uniquement, vous allez les faire en partage avec beaucoup d'autres personnes. Donc, vous allez pouvoir dire, ah, je ne sais pas si j'arrive à faire tout ça. Et donc, dans ton groupe que tu partages, on va te dire, mais tiens, je viens avec toi et on se fait encore des pâtés de maison et on va faire ça. Je ne sais pas si je peux manger toutes ces choses-là, mais écoute, il me reste tant de choses et je vais manger. Donc, je pense que il n'y a pas, il y a les corps et il y a ces rythmes où cet environnement peut être vraiment un environnement riche et complètement équilibré. Et aussi une question, comme je vous dis, d'éducation dans laquelle tout un chacun peut se mettre. La seconde question sur l'intériorité. Là aussi, on s'est dit, on peut rentrer dans le discours. Je ne sais pas si vous avez vu la série Black Mirror. Bon, peu importe, dans lesquelles on est complètement happé par les applications, on est complètement happé, on ne peut plus réfléchir, penser, complètement, ça rend bête, vous vous souvenez, est-ce que l'Internet nous rend bête, etc. Donc c'est tout ce type de réflexion. Je pense aussi que ce n'est pas le numérique. Et là, à nouveau, c'est cette possibilité de pouvoir être avec soi, d'être avec l'autre, de pouvoir avoir une capacité de discernement, de réflexion, voire de prière. Et à nouveau, ça s'apprend avec d'autres, ça s'est transmis, ça c'est à enseigner. Et cet environnement peut aussi nous transmettre ces manières d'être au monde
et de pouvoir prier. Pour moi, n'est pas du tout en concurrence ou en opposition ou l'un vraiment contre l'autre, mais au contraire, c'est vraiment une possibilité d'un rythme de vie et d'une intériorité à développer. Et c'est quand on parlait avant de cette fracture, et tous les dialogues. Vous vous en souvenez quand on a fait la génération Y, Z, les nouvelles générations, Michel Serres avec Petit Pouce, etc. Bon, Petite Poussette. Bon, voilà. Vous voyez bien que ce n'est pas ça. Hein, qu'il ne s'agit pas de cette génération. C'est pas parce qu'ils ont 15 ans qu'ils savent beaucoup plus de cet environnement qu'une personne qui s'est mise à 60 ou quelqu'un à 80. C'est aussi une question de compétences et de capacité à pouvoir interagir avec cet environnement et qu'ils ne connaissent pas plus les codes que les connaîtrait une autre personne et que les usages sont très restreints. Hein? Donc, c'est aussi là, à nouveau, je tiens beaucoup toujours à cette éducation qui pourrait être aussi celle des pratiques d'espace. Hein? Des pratiques, là je vais laisser sûrement la parole à Jacques-François, des pratiques d'espace, des pratiques capacitantes qui vont créer vraiment ces opportunités pour des rythmes, pour des intériorités, pour des relations. Alors précisément, oui, on a beaucoup parlé d'éducation. Comment est-ce qu'aujourd'hui les collectivités s'emparent de la question du numérique, peut-être justement en matière éducative, sans tomber dans les écueils qui sont peut-être derrière nous, qui me donnent l'impression d'être en partie derrière nous, enfin forcément encore des séductions, du tout numérique en éducation, comme si l'outil en fait servait en lui-même à éduquer. On a vu dans les 10 dernières années une floraison extrêmement discutable de tableaux numériques, de tablettes pour tous les collégiens, par exemple, alors même que peut-être que précisément l'environnement contemporain avec sa part numérique ne suppose pas l'invasion d'un médium trop tôt et sûrement pas dans l'âge de l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui on est sorti de ça? Et si oui, quelles sont les pistes pour que le numérique soit malgré tout éminemment pris en compte dans la manière d'éduquer sans tomber dans la fascination techniciste? Je pense qu'on n'est pas sorti. Je pense qu'il faut revenir sur une partie des ambivalences du numérique. On a dit, au fond, ce qui se joue dans nos liens sociaux, nos échanges, nos conversations avec le numérique, en gros, qu'est-ce qui va se jouer dans les pratiques sociales? À quoi sont confrontées ces pratiques sociales? Elles sont confrontées à des dispositifs numériques qui sont eux-mêmes conçus et par des concepteurs industriels. Et en fait, il y a une tension entre les modèles économiques qui vont rendre possible ces dispositifs et les modes sociaux qui vont faire que nous les utilisons. Et cette tension, elle est permanente. Ce qui va se jouer dans les usages numériques à l'école, comme dans les usages numériques des médias, etc., c'est cette tension. Ce qui va se jouer, c'est que je vais faire des choses sur Facebook, malgré Facebook, ou en étant guidé par Facebook. Je vais, au fond, savoir me servir d'un moteur de recherche, ou je vais penser que les réponses à n'importe laquelle de mes questions sont sur la première page de Google. On parlait tout à l'heure de désintoxication. Comment on se débarrasse des réponses des 3 premières pages de Google pour construire d'autres stratégies. La difficulté qu'on a, elle est celle-ci, c'est qu'au fond, on n'a aujourd'hui pas beaucoup eu d'approche émancipatrice qui nous libère des modes de classement, de rangement, d'agencement de la connaissance, d'agencement de la décision qui sont fabriqués par les industriels du numérique. Quand on voit aujourd'hui des acteurs comme le moteur de recherche que je viens de citer bêtement 2 fois,
J'espère nous référencera bien. Qui j'espère nous référencera bien et qui par ailleurs a un bagage de société innovante qui a été absolument formidable à ses débuts, etc. Quand on voit comment se joue en fait le mode de classement de la connaissance et de l'information par des plateformes qui ne sont pas toujours loyales, qui ne sont pas toujours tout à fait claires sur leurs propositions, qui sont en tout cas très claires sur la partie de leur modèle économique qui font qu'on ne peut pas leur faire entièrement confiance, et on constate, pour aller dans le sens que vous disiez, que certaines collectivités, par exemple, dans quelques jours, la semaine prochaine, un ensemble de collectivités territoriales bretonnes vont signer une convention avec Quant, qui est le moteur de recherche européen, tout simplement parce que il y a quelque temps, Google a installé son premier atelier Google à Rennes, dans un endroit qui a considéré que ce n'était pas forcément à eux de subir le colonialisme de Google et qu'il y avait des façons plus émancipatrices de développer les accès à la connaissance. Donc ça veut dire qu'à certains endroits, là on est en train de parler de la région, les départements, les métropoles qui se mettent ensemble en disant nous on va faire des choix sur les questions de quel filtre nous acceptons ou non pour l'accès à la connaissance. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que on voit doucement monter la question de remonter, j'allais dire la question enfouie de l'éducation aux médias et à l'information. Et qu'une partie de cette question-là se joue dans les temps scolaires, mais malheureusement pas tout, malheureusement de façon assez limitée. Et il se trouve que dans certains territoires, avec certaines collectivités, on va trouver un soutien à l'éducation populaire, à la culture numérique qui va se focaliser par exemple sur l'éducation aux médias d'information avec la part d'outillage des usagers du numérique et par exemple des jeunes générations en face des fake news, en face de la difficulté à se dépêtrer de l'information, etc. C'est assez simple en fait de construire les bases de cette éducation-là. On peut y passer beaucoup de temps, c'est très intéressant d'ailleurs, mais c'est assez simple à engager. Simplement, la difficulté, c'est que souvent, ça n'est pas engagé. Les dérives dont vous parliez il y a un instant, ça a été beaucoup les dérives de politique focalisées sur l'équipement. Aujourd'hui, il y a quand même toujours des politiques industrielles qui sont conduites. Il y a d'ailleurs un grand secteur qui s'est développé, qui est ce qu'on appelle les EdTech. Donc, comme on a les civic tech, les fintech, etc. C'est-à-dire, au fond, des propositions industrielles. Une question qu'on a devant nous, c'est de savoir à quel moment est-ce que ces edtech, ces propositions industrielles pour l'éducation, vont remplacer les propositions publiques et collectives qui sont faites dans ce cadre-là. C'est est-ce que demain, il y a toujours une éducation nationale? Est-ce qu'il y a toujours des politiques territoriales d'éducation, etc. Ou est-ce qu'au fond, on rentre dans un régime d'école à la carte, dans un régime d'école sur les plateformes, dans un régime de déscolarisation des personnes? Et au fond, la question est vraiment de savoir s'il y a des propositions collectives. Hein. C'est ça votre sujet avec le lien social. C'est le fait de se dire, est-ce que une partie des dispositifs numériques ne nous entraîne pas inexorablement vers une individualisation de chacune de nos interactions? Et la réponse est oui, ces dispositifs existent, et oui, il y en a d'autres. Donc, arrivons à interpréter les dispositifs que nous avons en face de nous pour savoir si ils proposent des choses qui vont dans le sens de la relation à l'autre, qui vont dans le sens de la constitution et du renforcement de la société. C'est vraiment des clés d'interprétation qu'on peut avoir sur chaque dispositif numérique. Il n'y a pas deux plateformes qui fonctionnent de la même façon. Il n'y a pas deux dispositifs qui ont le même modèle économique exactement. Donc, je pense que ce à quoi ça nous sert d'avoir des échanges sur ce qui se passe dans le numérique aujourd'hui, c'est d'avoir nous-mêmes nos critères de choix en face de ces dispositifs. Merci à tous les deux pour vos interventions et pour cet échange passionnant. Je crois qu'on peut en retenir que face au numérique, il faut, comme dans bien des domaines, à la fois raison garder et interroger les finalités. Quelle finalité est poursuivie? Dès lors que la finalité est droite, alors les moyens peuvent être ordonnés à cette finalité. Et le numérique, on l'a dit, dans cet environnement contemporain qui nous touche tous, prend une place
importante, mais qui peut être ajustée si on sort de cette fascination. Et bien des choses existent, comme l'ont montré nos deux intervenants, et notamment M. Marchandise avec la FING, pour s'emparer de cet outil pour qu'il soit une manière de déployer les capacités humaines plutôt que de les restreindre et de les renfermer sur l'individu. Merci à tous d'avoir suivi ce cycle. Merci à ceux qui l'ont suivi physiquement et ceux qui l'ont suivi par les traces de notre corporéité par le numérique, notamment sur KTO. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau thème de l'Observatoire de la modernité autour de la question du peuple. Qu'est-ce que le peuple ? L'actualité, je ne reciterai pas l'expression sociale à la mode du moment, mais tous l'ont à l'esprit, nous a montré que cette catégorie était à explorer, que l'on entend souvent des choses bien différentes lorsqu'on évoque ce terme de peuple, que entre la sociologie, la science politique et la théologie, ce terme recouvre des acceptions différentes. Nous allons essayer de les croiser l'année prochaine pour finalement répondre à la question « Où est le peuple et peut-il encore être constitué, reconstitué, pourrait-on dire ?» Voilà, merci beaucoup et à l'année prochaine si vous le voulez bien.